C'est avec une profonde émotion et une immense fierté que je vous accueille à la 11e édition du Salon du droit. Cette année, la tenue de cet événement revêt une importance toute particulière, car elle symbolise un acte de foi remarquable face aux défis considérables que traverse notre nation. Acte de foi, parce que nous avons dû revoir nos plans au lieu de les annuler, même si cela nous a valu une course contre la montre. L'insécurité croissante nous a obligés à reprogrammer l'événement et ensuite le relocaliser. Au milieu de l'adversité, la flamme de l'espoir a gardé son éclat, symbole de détermination, de persévérance, frôlant presque de notre indéfectible engagement pour continuer de promouvoir l'état de droit et de poursuivre cette mission envers le public, envers la jeunesse qui se bat pour un avenir meilleur. Stop, ce sont des directives. La relocalisation du Salon du droit nous dirige vers l'obligatoire réflexion d'apporter l'événement aux autres régions du pays dans une démarche inclusive et participative. Car rapprocher la justice des citoyens, c'est aussi abolir les frontières de juridiction dans une démarche de réflexion commune autour d'une seule cause, l'état de droit. Cette plateforme d'échange et de réflexion essentielle qu'est le Salon du droit se félicite d'offrir une place à tous par l'accès à la connaissance et la richesse des échanges qui s'y tiennent. La 11e édition est la première de la 2e décennie du Salon. C'est le lieu de nouvelles résolutions et de nouveaux départs également. Nous sommes heureux pour celle-ci d'avoir l'unité de lutte contre la corruption ULCC dans son rôle de coordonnateur scientifique. Qui d'autre pourrait mieux vous entretenir sur le thème de la redevabilité? Au-delà des lieux communs sur l'étendue de la corruption et de l'impunité, nous avons compris la nécessité de permettre au public de bien appréhender les dimensions de la redevabilité et d'enrichir la réflexion autour des solutions concrètes axées sur la transparence et la responsabilité des institutions publiques et privées. Nous avançons vers l'avenir avec confiance. En dépit des moments difficiles que vit la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, contrainte de loger provisoirement chez une institution indépendante, beaucoup de nos services sont dysfonctionnels pour l'instant, mais nos bureaux de province continuent de remplir leur mission et nous espérons que cette mauvaise passe sera bientôt derrière nous. Mesdames, Messieurs, de la Commission nationale des marchés publics à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à l'unité de lutte contre la corruption, le Salon du droit nous aura permis d'avoir une bonne connaissance d'une partie non négligeable des institutions clés du système de contrôle des finances publiques et du dispositif de lutte contre la corruption de l'administration publique haïtienne. En ma qualité de président de la Cour, je tiens à féliciter tous les participants pour l'intérêt porté au Salon du droit. Nos félicitations s'en vont également au cabinet Patrick Laurent et associés, à Maître Patrick Laurent en particulier, et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont supporté l'initiative.
tout en félicitant l'unité de lutte contre la corruption par avance pour la qualité du contenu de cette 11e édition, souhaitons longue vie au Salon du Droit. Excellente 11e édition à tous. Conceptualiser, planifier, diversifier, multiplier les approches et les stratégies de lutte contre la corruption est le pari que l'ULCC décide de prendre pour interférer dans tous les espaces de vulgarisation afin de continuer à porter la parole anticorruption dans l'espoir qu'elle se fera chère et s'imposera tant dans les esprits que dans les actes de chaque Haïtienne et de chaque Haïtien. C'est donc dans ce cadre que l'unité de lutte contre la corruption a accepté avec empressement de remplir aujourd'hui l'important rôle de coordonnateur scientifique de cet événement majeur et mobilisateur de forces vives de la société. Dans cette grande salle, des élèves, des étudiants, des citoyens, des magistrats, des autorités politiques, des défenseurs des droits de l'homme, des militants anticorruption, des professionnels de tous ordres, particulièrement des acteurs judiciaires, des amis d'Haïti, se réunissent, chacun suivant son intérêt, pour écouter, encourager, apprendre, partager, supporter et transformer. Transformer, dis-je, car cette parole qui sera dite tout au cours de cette journée porte en elle les vertus transformatrices de société, les valeurs fondatrices du nouveau citoyen que l'ULCC s'attelle à construire. L'éthique, la transparence, la responsabilité, l'honnêteté, l'intégrité, la moralité sont les principaux concepts qui seront agités et creusés dans nos salles de conférence dans le noble dessein de métamorphoser des comportements, d'amender des vieilles pratiques dolosives et pernicieuses, de cesser de recycler des attitudes qui vont en contresens avec la probité et d'impacter durablement les consciences dans le sens du bien et du respect des valeurs sociales protégées. La Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée il y a plus de 20 ans, reste un outil essentiel dans cette lutte collective contre ce fléau. Elle rassemble aujourd'hui 190 États partis, y compris bien sûr la République d'Haïti depuis 2009. Cet engagement international souligne l'importance de l'unité et de la coopération dans notre combat contre la corruption. En Haïti, l'ULCC a réalisé des progrès significatifs dans ses efforts de prévention et de répression de la corruption. Ces avancées sont d'autant plus remarquables au cours des derniers mois, où malgré une situation sécuritaire très complexe, l'ULCC a continué à mener des enquêtes au plus haut niveau et parallèlement, elle a poursuivi ses efforts en matière de prévention et de modernisation législative. Je tiens à saluer particulièrement le travail en cours visant à proposer un avant-projet de loi sur le recouvrement des avoirs mal acquis avec l'accompagnement de l'ONUDC, et je félicite l'ULCC pour son engagement inébranlable et je réitère le soutien continu des Nations Unies à leurs efforts dans la lutte contre la corruption. Il faut souligner que les efforts de l'ULCC doivent être renforcés par une collaboration étroite au sein de toute la chaîne pénale pour la poursuite des enquêtes. Pour avancer dans nos efforts de lutte contre ces fléaux, il est impératif de renforcer la coopération entre toutes les parties prenantes, notamment entre les juges, les commissaires du gouvernement, la PNH, l'ULCC et l'UCREF. Cette synergie entre les différentes institutions est nécessaire pour mener à bien les enquêtes afin de traduire en justice les responsables des actes de corruption.
La collaboration interinstitutionnelle permet de partager des informations cruciales, d'unir des ressources et d'harmoniser les stratégies d'intervention. Il faut que le crime ne paie pas. L'engagement des communautés locales est aussi crucial dans la lutte contre la corruption. Chaque citoyen, chaque citoyenne, chaque femme et chaque homme en Haïti doit se sentir responsable pour dénoncer les actes de corruption qu'il constate. Les campagnes de sensibilisation jouent un rôle clé en éduquant le public au danger de la corruption et aux moyens de la combattre. En développant des initiatives locales, en organisant des ateliers et des forums communautaires, nous pouvons mobiliser un large éventail de citoyens et citoyennes pour qu'on puisse devenir des acteurs dans cette lutte. La sensibilisation et l'éducation sont des outils puissants pour transformer la culture de tolérance de la corruption en une culture de responsabilité et de vigilance. L'événement aujourd'hui, qui réunit les membres des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, ainsi que les acteurs de la société civile, du secteur privé, des organisations nationales et internationales, ainsi que des jeunes universitaires, est une plateforme idéale pour renforcer la coopération et créer les synergies entre les différents acteurs dont nous avons besoin dans la lutte contre la corruption. Nous pouvons ensemble construire une société plus juste, équitable et prospère. Depuis des temps immémoriaux, la religion a toujours occupé une place prépondérante dans la vie des habitants de la planète Terre. Des guerres sanglantes, motivées par des intérêts d'ordre politico-religieux, ont marqué de façon indélébile l'histoire de beaucoup de nos sociétés. La Bible, le livre sacré, n'en manque pas. Le Saint-Livre est rempli d'événements sanglants qui ont coûté la vie à des millions d'individus de toutes les couches sociales en raison de leurs croyances religieuses. Plus près de nous, au cours de la deuxième moitié du XVIe siècle, l'Europe fut pendant environ 38 ans, 1562-1598, ravagée par des conflits religieux, mettant aux prises catholiques et protestants calvinistes. Au cours de cette longue période de bouleversement, beaucoup de protestants furent tués. À titre d'exemple, citons le massacre de la Saint-Barthélemy, 23-24 août 1572, où, à l'instigation de Catherine de Médicis, mère du roi de France Charles IX, plusieurs milliers de protestants furent assassinés. L'édit de Nantes, qui mit fin le 13 avril 1598 à ces querelles religieuses, fut malheureusement moins d'un siècle plus tard révoqué par un édit du roi Louis XIV, signé à Fontainebleau le 18 octobre 1685. Cette révocation entraîna la démolition des temples, l'interdiction des assemblées, l'instauration de mesures policières et l'immigration de près de 300 000 protestants vers d'autres pays. Notre pays, Haïti, a connu également tout le long de son histoire des moments de trouble et de déboire à tort ou à raison, motivés par le sentiment religieux. Au nom du christianisme, les premiers habitants du pays, les Amérindiens, furent réduits en esclavage et décimés presque tous. C'est également au nom de la religion chrétienne que des centaines de milliers de Noirs importés d'Afrique et soumis au régime infernal de l'esclavage saint-domingois connurent les pires atrocités. C'est enfin au nom du credo religieux que le pays dut affronter, à partir de 1940, les rigueurs d'un mouvement d'évangélisation initié par l'Église catholique. Ce mouvement, appelé campagne anti-superstitieuse ou campagne des rejetés, fut, au dire du père Peters, un missionnaire montfortin, une vaste opération de nettoyage visant la réprobation de toute pratique superstitieuse, quelle qu'elle soit, et dont la prestation par les intéressés du serment de fidélité au service du seul vrai Dieu jusqu'à la mort constituait une garantie. Relative à ce mouvement, le père Peters écrit, et nous citons, « Le principe est qu'il ne faut pas accepter quelqu'un à prêter le serment avant d'être bien sûr que cette personne a détruit tout ce qu'elle possédait d'objets superstitieux. Il faut appliquer le principe avec le plus d'exactitude et de sévérité possible. Il faut vraiment détruire tout, briser bouteilles, cruches, déchirer les images,
arracher et brûler poteaux et croix, emporter les pierres, enlever les colliers, écraser les caillois, couper les bois servis, profaner tout ce qui est servi superstitieusement. Au premier abord, cela peut sembler pénible, mais ce sont ces gens qui y tiennent et ils n'ont confiance que si l'on emploie par la méthode sévère. Fin de citation. La campagne anti-superstitieuse a donné naissance à deux factions rivales. Les rejetés, c'est-à-dire ceux qui ont prêté le serment de fidélité à Dieu, et les non-rejetés, ceux qui, pour une raison ou pour une autre, y ont opposé une résistance farouche. Les protestants, de leur côté, en ont profité pour dénoncer certaines croyances de l'Église catholique. Pour ce faire, ils eurent recours à des procédés très peu cordiaux, calomnies, insultes, agressions, etc. Leurs comportements ont été dénoncés par les responsables de l'Église catholique à travers le bulletin Notre-Dame du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien en ces termes. Et nous citons: les protestants de toute dénomination, particulièrement les adventistes et les baptistes, viennent quotidiennement troubler la foi des catholiques dans les villes et dans les campagnes, à domicile et sur les grands chemins, par leur prédication, la distribution des Bibles, leur tract, leur insinuation perfide, leur calomnie haineuse contre l'Église romaine, le clergé, les évêques, les prêtres et toutes nos croyances. Ils appellent cela la liberté de culte. Fin de citation. Au nom de tous les autres avocats qui avaient offert leur temps, qui s'étaient sacrifiés pour se rendre dans des zones vraiment difficiles en vue de porter secours à des avocats qui se trouvaient en danger et certaines fois à des magistrats. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, malheureusement, la tragédie a frappé la magistrature ainsi que la profession d'avocat. Des avocats ont été assassinés. Au moins 2 magistrats ont été assassinés. Un substitut commissaire du gouvernement, si je ne me trompe, et un juge de paix dans la zone de Gomode. Ce sont des situations que les citoyens n'étaient pas obligés de vivre, car un avocat, un magistrat, ils sont là pour faire respecter la loi. Des procès exemplaires contre ceux qui commettent des crimes financiers dans notre pays. On peut faire de beaux discours, mais rien ne menace ceux qui sont versés dans la corruption, que la loi. Et si au Salon du droit cette année, on met un flash sur la redevabilité, nous pensons que c'est très important que la société haïtienne et les professionnels du droit se consacrent réellement à faire de la corruption vraiment une lutte sans merci et contre ceux qui la pratiquent. Merci beaucoup.